Bonjour Luc Besson. Bonjour. Dracula, Dracula, un nouveau Dracula, Dracula version Besson, c'est mercredi prochain Oui. en salle. Mais alors c'est un Dracula amoureux. Et moi c'est ça qui m'a surpris quand j'ai vu, j'en ai vu d'autres des Dracula, mais j'avais pas compris à quel point en fait Dracula, certes il fait peur, il effraie, il tue, mais qu'en fait il est éperdument amoureux. C'est la base en fait du bouquin original. En fait, il y a beaucoup d'effets spéciaux, enfin beaucoup de dans le roman, il se transforme en fumée verte, il se transforme en rat, et tous ces éléments fantastiques ont été attrapés par le cinéma dès 1910. Parce que c'est ça qui les intéressait. Mais en fait, quand on reprend le roman, c'est un homme qui va attendre sa femme, la réincarnation de sa femme pendant 400 ans. Donc c'est un romantisme pour moi absolu. Donc c'est ça qui m'a séduit, moi. J'avais envie de parler de Pourquoi? parce que ça me plaît. Je trouve qu'on est dans un monde assez cynique, donc un petit peu de romantisme et d'amour, c'est pas plus mal. C'est ça qui nous a frappé avec Bruno Poncet, parce qu'on a vu le film ensemble. Et en voyant le film, c'est la même réflexion qu'on a eue. Ouais, c'est vrai, parce que moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans votre film, par rapport à, par exemple, celui de Coppola, c'est qu'en fait, vous n'avez pas été dans une imagerie romantique. Le romantisme, il est dans l'histoire, il est dans cette histoire d'amour qui est le cœur de votre film. Même, je trouve même que les scènes de vampires sont même un peu accessoires, en fait. Ouais. Et en fait, et après, moi j'ai beaucoup aimé ça parce que c'était vraiment fort. Et effectivement, après, quand on voit la base originale, le roman, et c'est vrai qu'effectivement, c'était ça, c'était cette histoire d'amour. Et vous avez fait vraiment un Dracula très amoureux au point d'attendre et au point de se mettre en danger pour sa femme. Et moi, je trouvais ça vraiment bien. C'est vrai qu'après, les scènes de vampires, moi j'avais peur parce que moi je suis pas fan de trucs de vampires en fait. Moi non plus. Les trucs comme ça me fait toujours un C'est peu vos premiers flipper. vampires? Non, je suis pas très fan des films d'horreur, et ça me fait peur en fait, j'aime pas ça. Ouais. Je dors pas bien, moi, après. Il y a quand même des moments où on a peur, il y a quand même cette partie, pas horreur, mais épouvante, que vous assumez quand même dans le film. Ouais, un petit peu, mais je joue avec les codes du vampirisme. Ouais. Par exemple, il y a une scène très classique de l'innocent Jonathan avec son flambeau qui descend dans le caveau, avec le sarcophage qui s'ouvre, donc ça, c'est les codes. Mais quand il ouvre, Dracula lui dit vous auriez pas dû venir. Donc ça désamorce quand même assez. Voilà, j'étais pas parti pour ça. Il y en a qui le font très bien, mais moi, c'est pas ça qui Alors il y a m'intéresse. aussi toute la partie reconstitution d'époque, parce qu'il y a deux époques. Il y a le Dracula donc du Moyen-Âge, Des Carpates. et puis des Carpates, et puis le Dracula dans le Paris du 19e. En fait, on voit tous les siècles. Hein. On voit Ouais. du 14e, 15e jusqu'au 20e. Ouais. Puisqu'en fait, il raconte. Donc ça, c'était quand même un pari de reconstituer toutes ces Oui, mais époques. ça, moi, j'adore. C'est génial à faire. Vous avez mis combien de temps justement de travail avant le tournage, je veux dire? Alors, avant le tournage, dans les recherches et tout, il y a 6-8 mois à peu près. Il y a un dessinateur qui s'appelle Patrice Garcia. C'est lui qui dessinait déjà sur le 5e élément. C'est le papa d'Arthur. C'est lui qui avait créé Arthur, en fait. Arthur et les Minimoys. Ouais. Ouais. Et lui, ensemble, on travaille déjà 4-5 mois. Rien que trouver la couleur, Ouais. à peu près assez rapidement, on avait envie d'en faire un prince, un dandy un peu. Il aime la soie, il aime les bagues. Vous avez déjà il votre aime la acteur musique en tête, classique. alors. Ouais. L'acteur, c'est L'acteur, Carey vous Andy l'avez déjà en Jones, tête. Ah, ça démarre avec lui. Hein. qui est l'acteur qui jouait dans votre Dans- précédent dans film Dogman, Dogman. ouais. Donc c'est venu un peu votre acteur fétiche. Ah bah moi, je veux bien faire tous mes films avec lui. Hein. Pourquoi? C'est un génie. J'ai jamais vu ça. Depuis Gary Oldman, qui avait d'ailleurs aussi joué Ouais. dans Dracula. Ouais, dans Dracula de ouais. Coppola. Mais non, c'est un génie. Sincèrement, pour un metteur en scène, c'est juste un bonheur absolu, quoi. On s'assoit et... Ce qui est assez fort, c'est qu'il peut jouer toutes les émotions. C'est-à-dire qu'il peut faire peur, mais il peut faire aussi, il peut émouvoir. Il a la tragédie en lui. Ah, ce que j'aime bien, c'est un peu La Belle et la Bête, c'est-à-dire Ouais. le monstre qu'on finit par aimer, quand même. On finit par avoir de la tendresse pour lui en se disant ça pauvre. serait bien qu'il la retrouve quand même. Ça Oui, Ouais, c'est vrai, c'est ça, on, oui, c'est on vrai. finit par avoir de l'empathie pour Dracula, c'est un comble. Ouais. Donc c'est Caleb Landy Jones qui joue ce rôle. Il y a Christopher Waltz qui est toujours très bon, qui joue celui qui veut poursuivre Dracula et le tuer. Et il y a Zoé Bleu, alors moi j'ai appris, je ne savais pas que c'était la fille de Rosanna Arquette. Oui. Donc là aussi, actrice fétiche. Donc, Oui, c'est étonnant. Moi, j'ai tourné avec Rosanna, le Grand Bleu, elle avait 28 ans. J'ai vu la naissance de Zoé, qui avait 2-3 jours. Et puis, on s'est perdu de vue quand elle devait avoir 12-13 ans. Et en fait, quand elle est arrivée au casting, je ne savais pas que c'était sa fille, en fait. Ah oui, elle n'avait pas dit. Non. Pour essayer de ne pas être favorisée. Non, pas forcément. C'est que ça ne s'est pas fait comme ça. Donc,
Emmanuel de Villiers. Moi, je n'ai vu que la bande-annonce, mais elle m'a rappelé un peu un film d'un de vos éminents confrères, Le nom de la rose. Il y a un caractère de grande fresque. C'est très attractif. On vous souhaite le même succès. Si je puis vous poser une question à la fois simple et positive, vous avez tout connu depuis 40 ans. Vous avez connu le succès, des grandes réussites, les échecs, les emmerdements, qui n'en a pas, tout le monde doit en sortir. Et ma question, qui se veut encore une fois positive, si votre vie de grand cinéaste était à refaire, même si elle est appelée à se poursuivre naturellement, qu'est-ce que vous referiez différemment? La seule chose, c'est que je suis quelqu'un qui donne beaucoup dans mes films, vraiment beaucoup, quitte à tomber. Ça m'est arrivé 2-3 fois de tomber dans le coma tellement j'étais fatigué. La seule chose que je referais un peu différemment, c'est il y a un moment donné où mes enfants grandissaient et ça m'a enlevé du temps pour eux. Et voilà, c'est la seule chose que je referais pas. Je laisserais plus de temps à un moment donné entre deux films. Il y a des films que j'ai enchaînés. Je me souviens finir le 5e élément et sortir le film et rentrer en préparation de Jeanne d'Arc le lendemain. Voilà, ça, je ne le referai pas. C'est ça qui est marrant, parce que moi, j'ai regardé votre filmographie en me disant, tiens, j'avais toujours l'impression que vous faisiez des films tous les 3, 4, 5 ans, et en fin de compte, en regardant, je dis, ah ouais, quand même. En fait, dans ma tête, c'était pas du tout ce que vous êtes en train de dire. J'ai l'impression que vous preniez chaque fois le temps pour faire un film, et comme c'était souvent un univers différent chaque film, effectivement, le 5e élément et Jeanne d'Arc derrière. Film à chaque fois. Ouais, et moi, j'ai l'impression que vous en aviez fait peut-être 15-20, et en fait, quand j'ai regardé, je dis, ah ouais, quand même. Et d'ailleurs, en fait, ça prend 3 ans à faire, c'est pour ça. Mais surtout, vous en avez produit, vous avez réalisé, vous avez aussi produit des films, écrit des films réalisés par d'autres, donc ça en fait combien en tout, Luc, vous savez? Moi, j'ai dû en écrire 75. 75, ouais. C'est énorme. Et produit 127, je crois. 127 films produits. Mais je trouve que dans votre œuvre cinématographique, il y a une patte. C'est pas le cas de beaucoup de réalisateurs. Donc, quand on voit les premières images ou quand on voit juste une bande-annonce, on reconnaît, tiens, ça doit être un film de Besson. Mais tout en gardant une variété, parce que les thèmes que vous avez explorés aussi bien la quasi-science-fiction que des films historiques, puisque vous avez évoqué Jeanne d'Arc, est-ce que vous voyez aujourd'hui dans le cinéma français, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas épatée par le cinéma français actuel, mais aujourd'hui, on n'a plus tellement des grands réalisateurs qui font des gros films, des grosses productions avec des grandes ambitions. On a l'impression qu'on a un cinéma français, alors après chacun l'apprécie ou pas, mais fortement subventionné, on va dire, mais qui nous fait un petit peu toujours le même genre de film, un peu intimiste, un peu larmoyant, un peu, etc. On n'a plus les grosses productions comme vous êtes capable de le faire et comme les cinéastes ont pu le faire par le passé. Les Trois Mousquetaires, il y a eu également le Comte de Monte Cristo. Le Comte de Monte Cristo, d'ailleurs, qui ont cartonné. Oui. Tu connais le nom des deux réalisateurs? Moi, oui, mais peut-être voilà. Effectivement. Non, mais je ne pense pas que les Français vont tout de suite connaître le Luc Besson. D'abord, vraiment, en France, on a énormément de talent. Vraiment. Je trouve qu'on a une culture incroyable. On a des écoles formidables. Donc, on l'a, le talent. Le talent, il est là. Qu'est-ce qui se passe, à mon avis? C'est que depuis 10-15 ans, il y a eu progressivement un switch. En fait, on est dans le bourgeois gentilhomme. C'est-à-dire que c'est moi qui ai l'argent, c'est moi qui décide. Et ça fait 15 ans que petit à petit, on enlève au créateur son pouvoir de réussir ou de se tromper. Des fois, ça marche pas, ouais, mais on en refait un, puis celui d'après, ça marche, tant mieux. Mais avant, on suivait des créateurs. Au jour d'aujourd'hui, on ne suit plus les créateurs. Il y a les gens qui ont l'argent décident que le rouge, c'est mieux que le bleu. Faut mettre du rouge. Oui, mais ça s'appelle le grand bleu. Oui, mais on va mettre du rouge quand même. Voilà, c'est cette situation-là. On a perdu des grands producteurs, alors, vous voulez dire, des producteurs qui étaient capables de respecter les auteurs. Non. Les financiers, ont pris le pouvoir et c'est eux qui décident, avec des tableaux Excel, que c'est ça qu'il faut faire. Et si ça marchait, si ça marchait, ce serait formidable parce que le cinéma serait... On s'aperçoit depuis une dizaine d'années que ça ne marche pas. C'est-à-dire que le fait d'avoir le pouvoir dans ces mains-là ne rend pas ni les films meilleurs, ni les spectateurs plus heureux. Donc je pense qu'il faut repartir sur un équilibre, comme dans les années, il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, quand on suivait Stanley Kubrick, on faisait tous les films de Stanley Kubrick. Voilà. Et puis, de temps en temps, les daubes, à la limite. Et, y compris les films qu'on ne comprenait pas. Non, mais y compris un film où on se disait, oh là là, comment on va rentabiliser ce film-là? Bon, ça va être compliqué, mais on le suivait quand même. On suivait des metteurs en scène, on suivait des auteurs. Et aujourd'hui,
Le vrai problème, c'est celui-là. C'est qu'il y a des auteurs en France, ils sont vraiment bons. Il y a des jeunes, surtout les jeunes. Je vois des gamins de 18-20 ans, ils attaquent. C'est bon, ils sont là. Donnez-leur des sous, laissez-les faire 1, 2, 3 films. Même si c'est pas très rentable, c'est pas très grave. C'est semer, planter pour récolter plus tard. Et aujourd'hui, c'est la loi du tableau Excel. Et les financiers ont pris le pouvoir. C'est ça que vous étiez jeune, vous, pour le dernier, votre premier film, Dernier Guerrier, je crois. Le dernier combat, bah oui, j'avais 20 ans. Ouais, c'est ça, parce qu'après, même quand vous arrivez avec ce bouet, vous n'êtes pas vieux et tout le monde après. Parce qu'en plus, moi j'ai vu, vous avez fait des clips et je me rappelais pas que vous aviez fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un clip jeune de pour 20... Gainsbourg. Là, j'étais hyper. Oui. C'était incroyable. En fait, vous avez une carrière assez extraordinaire, en fait, mine de rien. Oui, Isabelle Adjani au fond de la piscine. Pulmarine, c'est où? Oui, Pulmarine. Mais Gainsbourg, c'était chouette. Mais justement, un Luc Besson qui arrive à 20 ans, qui fait le dernier combat qui était en noir et blanc, il faut se souvenir, donc c'est quand même pas évident. Aujourd'hui, c'est compliqué. Si vous aviez 20 ans aujourd'hui, ça Alors, en fait, il faut bien regarder, il y a l'ancienne formule, c'est-à-dire le distributeur, les producteurs, les financiers, les salles, tout ça. Voilà, ça, c'est quand même un ancien monde. Oui, ça c'est sûr. Il y a un nouveau monde, et le nouveau monde, c'est un téléphone, un ordinateur et YouTube. Donc, en fait, ces gamins-là, ils ont tout. Ils ont la chaîne de distribution, de production, ils peuvent tout faire. Mais ils rêvent encore un petit peu des grandes salles, des grands studios. Donc, ils ont encore un peu ce rêve-là. Et j'espère que petit à petit, ils vont s'en détacher parce que c'est plus leur monde. Et c'est à eux de créer ce nouveau monde-là.